Les micro-nouvelles de Dalcan. Le tremblement de terre. Diane s'était levée de bonne heure ce matin. Elle avait eu du mal à s'endormir, et son sommeil avait été agité. Il faut dire que la veille, lorsque le tremblement de terre l'avait fait chanceler, et que la petite horloge de la cuisine, qui ne tenait déjà pas très bien, s'était brisée au sol, elle avait eu la peur de sa vie. Elle habitait Saint-Estève, un grand village juste au nord de Perpignan. Les petits séismes étaient courants ici, et, dans 99% des cas, ils passaient totalement inaperçus. Mais celui-ci avait fait son effet. Les dégâts avaient été mineurs, et, comme on dit, il y avait eu plus de peur que de mal. Mais Diane avait été choquée. Il était 6 heures du matin. Dehors, il faisait déjà 17 degrés alors qu'on n'était qu'au début avril. Et Diane se dit qu'elle irait bien courir dans la Pinède, qui borde le haut de Saint-Estève. Elle avait besoin de prendre l'air. Quand elle courait, elle partait toujours par l'étang, puis faisait le tour du bois de pin en passant par le parcours de santé, longeait le cimetière, descendait jusqu'au bout de la Pinède, puis revenait en sens inverse, ce qui faisait environ 6 bons kilomètres. Parfois, quand vraiment elle était en forme, elle bifurquait aux 3/4 du chemin après un petit pont en bois, vers la droite, en direction du village de Bao. En passant par les vignes, ce grand parcours faisait bien 9 kilomètres. Mais ce matin, elle était partie pour faire le petit tour. Il n'y avait pas un chat dehors. Elle adorait ce sentiment, courir dans la nature, sans personne, comme seule au monde. Juste elle et ses chaussures de course, foulant le sol caillouteux bordé de pins. Elle aimait sentir l'odeur caractéristique du sud, voir les écureuils passer d'un arbre à l'autre, admirer les mimosas et les îlots de jeunes pousses de chêne que les enfants des écoles primaires avaient plantés pour diversifier les essences d'arbres. Dans un coin de sa tête, toutefois, son 6e sens veillait. Elle avait beau être dans un coin tranquille, être une femme seule dans les bois, même clairsemés, demandait de rester vigilante. Elle venait de courir 4 kilomètres quand elle entendit derrière elle un pas trottinant. Elle tourna la tête pour jeter un rapide coup d'œil et constata que c'était un chien qui la suivait. « Ils ne peuvent pas tenir leur chien en laisse », pensa-t-elle agacée. Elle se souvenait de sa voisine qui s'était fait faucher par 2 chiens qui se coursaient. Elle était tombée sur le dos et il avait fallu appeler les pompiers. La cohabitation entre joggeurs, promeneurs, vélos et les chiens n'était pas toujours aisée. Elle chassa ses considérations de sa tête et se focalisa sur sa course. Elle peinait un peu ce matin. Au bout de 300 mètres, le canidé, probablement un bâtard mais de la taille d'un berger allemand, était toujours derrière elle. Et il semblait se rapprocher. Cette fois-ci, il avait toute son attention. Elle ne voyait personne aux alentours. Était-ce un chien errant ? Elle n'aimait pas ça. Elle accéléra doucement le pas, pour essayer de mettre de la distance, malgré la fatigue qui la gagnait. Mais le chien ne la lâchait pas. Il se rapprocha même et, tout à coup, se mit à grogner. Elle sursauta. Elle jeta un œil dans sa direction et vit ses crocs dépasser de ses babines. Son souffle se fit court. Dans sa tête, c'était l'affolement général. « Il va m'attaquer », pensa-t-elle, en panique. Fugacement, les visages de son mari et de ses 2 filles virevoltèrent devant ses yeux. Elle sentit la montée d'adrénaline. Pourquoi avait-elle décidé de venir courir de si bonne heure ? S'il lui arrivait quelque chose, il n'y aurait personne pour lui venir en aide. Le chien fit claquer sa mâchoire au ras de sa cheville. Elle lâcha un cri de panique et accéléra. Le contrôle qu'elle tentait de s'imposer vola en éclats, et la peur sourda de ses pores. « Va-t'en !» ordonna-t-elle au chien avec des gestes de la main. « Laisse-moi tranquille !» haleta-t-elle. La terreur lui comprimait les poumons. Il ne faut jamais courir en tournant le dos à un chien. Mais elle était devenue sourde à la raison. Elle se mit à courir de plus en plus vite. Le chien la poursuivait en grognant. Il lui pinça le mollet avec force claquement de mâchoire. Elle sprintait, hors d'haleine. Son champ de vision n'était plus qu'un tunnel étroit. Elle ne vit pas la racine, se prit des pieds dedans et s'étala de tout son long.
le chien était sur elle. Elle voulut crier, mais seule une respiration haletante et sifflante sortait de sa bouche. La gueule du chien était à quelques centimètres d'elle. La salive qui écumait de ses babines gouttait sur son visage. Elle pensa « Non, pas comme ça, pas comme ça !» Puis elle croisa les yeux du chien, et une horreur encore plus grande l'enveloppa. Ce n'étaient pas des yeux de chien. Diane n'était pas rentrée chez elle, et vers 10 heures, Alessandro, son mari, avait tenté en vain de la joindre sur son téléphone. Puis il avait fait le tour de la Pinède, sans résultat. Après avoir appelé les amis du village, où Diane aurait pu s'arrêter, il descendit au bureau de police municipale, la boule au ventre, et déclara sa disparition. Dans l'après-midi, une première battue fut organisée, avec des policiers municipaux et les amis de la famille. Mais aucune trace de Diane. Le lendemain, une battue plus grande, avec des gendarmes en renfort, ne donna pas d'autre résultat. Diane avait bel et bien disparu. Pourtant, elle n'était pas loin. Elle était juste là, sous terre. Diane revint doucement à elle. Elle ouvrit les yeux et ne comprit pas ce qu'elle voyait. Il faisait sombre. Elle tenait à la main un tube fluorescent qui projetait une faible lueur verdâtre sur des parois au reflet métallique. « Où suis-je » se demanda-t-elle. Puis, que m'est-il arrivé ? Le souvenir du chien la poursuivant refit surface. Elle avait trébuché, et il s'était jeté sur elle. Il y avait eu ces yeux étranges, puis après, plus rien. Et maintenant elle se trouvait dans cette espèce de couloir sombre, et elle prit conscience alors que quelque chose ne tournait pas rond. Une sensation bizarre, d'évoluer comme dans un rêve. Cette sensation était accentuée par l'impression de ne pas être aux commandes de son corps. Elle progressait dans le couloir, s'agenouillait pour examiner des câbles, mais ce n'était pas elle. « Je dois rêver ? C'est ça, je rêve ou je suis morte ?» Pourtant, elle ressentait tout. Le froid environnant, la matière sous ses doigts, le son qu'elle produisait en marchant. Mais cela lui provenait comme à travers un filtre. Non, ce n'était pas un rêve. C'était trop réel pour en être un. Elle devait s'en assurer. Elle s'était de nouveau agenouillée devant un boîtier. Il y avait un outil comme un tournevis au sol. Elle se concentra et décida qu'elle voulait le prendre. Sa main, qui s'activait dans le boîtier, se stoppa et fit mine de s'orienter vers l'outil. Mais elle s'arrêta aussitôt, et elle sentit dans le même temps une pression s'exercer sur elle, dans sa tête. C'était comme si on construisait un mur opaque autour d'elle et que ceci se refermait sur elle, la contraignant à l'immobilité. Un sentiment de suffocation l'envahit. N'y tenant plus, elle hurla, ou du moins pensa-t-elle qu'elle était en train de hurler. Mais elle se rendit compte que rien ne sortait de sa bouche. Alors, une voix parla dans sa tête, une voix froide et terrifiante. « Restez tranquille, ne tentez rien. » Cet ordre la tétanisa, et son corps, que la voix contrôlait, se remit debout et avança dans le couloir. Elle était toujours consciente et voyait à travers ses propres yeux. Elle entra, ou du moins, il serait plus juste de dire que ce qui la contrôlait entra dans une sorte de cabine de pilotage. Cette référence mentale était due aux nombreux panneaux affublés d'écrans, tous éteints, et un siège avec une sorte de pupitre devant, comme une console de commande telle que l'on peut s'imaginer dans les films de science-fiction. Quelques fils avaient été extraits de derrière l'un des panneaux et étaient reliés à une sorte de grand robot inerte. Elle se vit contourner le robot, ouvrir un tiroir, prendre un outil dont elle aurait été bien en peine de deviner à quoi il pouvait bien servir, puis suivre une autre paire de fils partant du dos du robot vers une table. Lorsqu'elle s'en approcha et qu'elle vit ce qu'il y avait dessus, elle frémit.
C'était le chien, celui qui l'avait poursuivi. Mais il était maintenant allongé sur la table, le crâne ouvert, et les fils qui partaient du robot étaient plantés dans le cerveau de l'animal, qui semblait être encore en vie. « C'est pas possible, » se dit-elle. « C'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar, je vais me réveiller. » Tout ceci est bien réel. Parla la voix dans sa tête. Mais cessez de vous agiter. Vous me gênez dans mon travail. Elle s'arrêta de penser, comme quand on retient son souffle. Puis interrogea la voix. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes dans ma tête ?» L'être présent en elle soupira avec agacement et résignation. Grâce à cet animal, j'ai pu prendre possession de votre corps. Mais mon enveloppe robotique doit être réparée et je manque cruellement d'énergie. Je puise dans cet animal de quoi recharger mon robot, mais c'est lent et peu efficace. Vous êtes une machine? Non, je suis tout comme vous un être vivant. Mais je suis une copie de la conscience de mon moi réel qui se trouve sur ma planète. Copié et intriqué dans le cerveau quantique de robots, nous explorons la dimension espace. Je ne suis pas sûr que cela ait un sens pour vous. Maintenant, laissez-moi travailler. Lorsque j'aurai réparé mon robot et qu'il aura retrouvé assez d'énergie, je pourrai m'y transférer à nouveau et vous rendre votre liberté. Il savait ce que c'était que d'être enfermé dans un corps qu'on ne peut contrôler. Il avait été enfermé pendant très longtemps dans son enveloppe robotique. Le crash de son vaisseau avait endommagé son robot et les systèmes électriques du vaisseau. Les moteurs avaient été épargnés, mais le vaisseau avait besoin de réparation et, sans les pleines fonctions de son robot, il ne pouvait rien faire. Par une brèche dans la carlingue, des insectes s'étaient invités dans l'habitacle. Il lui avait été facile de prendre le contrôle de ces petites bêtes. Son robot ne pouvant bouger, il ne pouvait cependant étendre son rayon psychique au-delà du vaisseau, à moins de s'imprégner complètement dans un animal. Mais cela lui demanderait beaucoup d'énergie, et il lui faudrait trouver un animal au cerveau suffisamment évolué pour pouvoir le faire. En attendant, il avait réussi à prendre le contrôle de petits rongeurs. Avec leurs dents et leurs pattes griffues, même maladroites, il avait pu dériver des fils du panneau de contrôle jusqu'à son robot. Mais ces êtres supportaient mal la pression de son esprit sur le leur, et ils ne faisaient pas long feu. Il lui avait fallu des siècles pour réussir à faire un simple branchement. Quand enfin il réussit, il transféra une partie de l'énergie de son robot au panneau de commande pour activer les moteurs. Des vibrations créèrent un tremblement de terre, et une faille s'ouvrit jusqu'à la surface dans le sol où il était enseveli depuis très longtemps. L'accès à son vaisseau avait été créé. Il espérait que cela permettrait à une bête plus intéressante de venir jusqu'à lui. Ce fut le cas avec le chien. L'animal était entré dans la cabine de pilotage, s'était mis à renifler les cadavres de rongeurs et s'était approché du robot. C'était ce qu'il avait espéré. Mais il avait hésité à prendre le contrôle de l'animal. L'énergie qu'il avait utilisée pour activer les moteurs avait fortement réduit sa ressource énergétique disponible. Il fallait qu'il soit prudent. Plus l'être à posséder était intelligent, plus il avait besoin d'énergie, à la fois pour rentrer en lui, mais aussi pour revenir dans le cerveau quantique de son robot. Si par malheur il devait être coincé dans le corps d'un animal, son espérance de vie serait courte. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il avait attendu trop longtemps une telle occasion. Et bien lui en prit, car grâce au chien, il avait découvert une humanoïde bipède avec des fonctions motrices très intéressantes, mais surtout avec des mains et ce doigt opposé aux autres, qui offre une très intéressante faculté de préhension. Il avait utilisé ses dernières ressources énergétiques pour entrer dans cette femelle. Mais maintenant, il lui fallait faire vite. Diane observait avec dégoût le crâne ouvert du chien. Dans une poubelle tout à fait terrienne, au pied de la table, elle entrevit des cadavres d'animaux. Il y avait là des oiseaux, des écureuils, des chats, et bientôt ce chien. « Vous les tuez ?» s'indigna-t-elle. Oui,
J'y ai été contraint. Cela m'a permis de parer au plus pressé et de redonner un peu d'énergie à mon robot. Vous me tuerez aussi? Non. J'ai besoin de vous encore. Grâce à vous, j'ai pu avancer grandement. Et maintenant que mon robot est réparé, je ne vais plus avoir besoin de tuer des animaux. Soyez rassurés. Une question lui vint brusquement. Depuis combien de temps était-elle là? Cela fait 1 semaine selon votre comptabilisation du temps. Alors, une autre question lui vint, logique, pragmatique. Comment l'avait-il maintenue en vie pendant cette semaine? Après avoir pris possession de votre corps, Répondit-il sans qu'elle ait eu clairement posé la question. Et analysé vos besoins, j'ai trouvé un peu d'eau pour vous. Pour la nourriture, votre organisme a très bien accepté la chair de ces animaux. Il parlait des animaux morts dans la poubelle. Si elle avait été aux commandes, elle aurait probablement vomi. Au cours de cette semaine où Diane avait disparu, plusieurs personnes du village rapportèrent avoir aperçu une femme répondant à sa description. Toujours de nuit. L'une d'elles, un des vendeurs à domicile du restaurant Pizza Royal, était persuadé de l'avoir vue repartir avec une des poubelles du restaurant. Une autre, une femme d'une 60aine d'années, jurait l'avoir croisée la nuit sur le boulevard du Canigou en direction de la Pinède. Ce qui l'avait surprise, c'était son visage. Il était d'une impassibilité terrifiante. Elle se rappelait en avoir frissonné et avoir pressé le pas pour rentrer chez elle. Le maire, Monsieur V, était tenu informé de l'évolution de l'enquête. C'était la première fois qu'une telle chose se produisait dans la ville qu'il administrait depuis maintenant 13 ans. C'était un homme bon, un bon vivant, en attestait sa carrure de pilier de rugby, qu'il entretenait avec de bons coups de fourchette, et, avec modération, du vin de son propre vignoble. Il lui était impensable qu'une femme puisse être, pour quelque raison que ce soit, abandonnée, et d'autant plus dans son village. C'est pourquoi il demanda aux employés municipaux, aux commerçants, et à toutes les personnes de bon cœur de continuer les recherches. Elle avait disparu dans la Pinède, et tous les témoignages semblaient indiquer qu'elle se trouvait encore dans ce secteur. 9 jours après le tremblement de terre, de nombreuses personnes participaient aux recherches. Il y avait là des employés du restaurant le Yum Yum, le Butterfly Café, le Massa Alegria, les entraîneurs du dojo Torado, ceux du club Taekwondo, le pâtissier d'Alliance Sucrée, et bien d'autres. Ils étaient plus de 200 à passer au peigne fin la Pinède et ses alentours. Pendant ce temps dans le vaisseau, Diane se rendait compte qu'elle avait accès à certains souvenirs et certaines connaissances de l'être qui l'habitait. La présence de leurs deux consciences en un même cerveau présentait forcément une porosité entre leurs deux consciences. Bien entendu, Diane ne choisit pas d'avoir accès à ces connaissances. Cela lui arriva de manière soudaine. C'étaient des images, des mots, mais cela restait assez flou. Elle eut la vision d'extraterrestres voyageant dans l'univers à la recherche de ressources sur d'autres mondes, détruisant tout sur leur passage. Elle eut des images de combat en tête. Un robot, tel que celui du vaisseau, encaissait avec résistance des jets de pierres et de flèches. L'une d'elles vint se ficher dans la jointure métallique qui symbolisait la hanche. Le robot vacilla et tomba à genoux pendant quelques secondes, avant de se redresser et retourner au combat. Puis les images se brouillèrent. L'esprit en elle n'avait pas conscience de ce que Diane venait de percevoir. Il lui avait ouvert une partie de son moi pour lui permettre de voir des images qui l'amèneraient à agir d'elle-même. Car ce dont il avait besoin, il ne pouvait l'obtenir par lui-même. Il fallait que ce soit Diane qui le fasse. Cependant, elle avait vu autre chose, l'espace d'à peine 1 seconde. Elle avait entrevu le point faible de son enveloppe robotique, et pour l'instant, il n'en savait rien. Il était trop concentré sur les images qu'il voulait qu'elle voie. De nouvelles images apparurent alors à Diane. Elles étaient plus nettes que celles juste avant. Elle vit qu'elle était en danger de mort. Là-dessus, l'extraterrestre n'inventait rien. Son cerveau ne survivrait pas longtemps avec ces deux consciences en elle. Cela demandait beaucoup d'efforts et d'énergie à son organisme, et risquait d'altérer son cerveau à tout jamais. Mais de manière tout aussi claire, elle vit comment inverser le processus et comment renvoyer la conscience en elle dans son enveloppe robotique. Seule manière de se prémunir d'une mort certaine. Mais pour cela, il lui fallait de l'énergie. Elle devait pouvoir en trouver à l'extérieur.
Elle avait besoin d'aide. Elle ressentit comme une urgence en elle. Il lui fallait à tout prix reprendre le contrôle de son corps. Alors, elle ressentit en elle comme une évidence que l'esprit de la chose avait, comme tout être vivant, besoin de repos. Elle se tint prête. Lorsque cela arriva, elle sentit que la pression sur son esprit se relâchait. Elle se concentra et brusquement inversa les rôles. Elle reprit le contrôle et enferma à son tour l'esprit de la chose dans une prison mentale, car ça aussi, elle avait vu comment le faire. Le vaisseau n'était pas très grand en fait. Elle trouva la sortie, remonta à la surface, à travers une trouée dans le sol, traversa le lit d'un cours d'eau à sec, grimpa une petite pente rocheuse et déboucha sur un pont. Elle savait où elle était. Sur la route, entre Saint-Estève et Bao, qui coupait à travers les vignes. Elle remonta une côte, tituba sur la route sinueuse et arriva sur la longue ligne droite qui rejoignait la Pinède. Elle avait mal à la tête. Les élancements puissants pulsaient dans son crâne. La chose devait chercher à reprendre le contrôle. Il fallait qu'elle se dépêche. Il était midi. Les gens qui avaient passé la matinée à chercher Diane commençaient à retourner chez eux pour manger ou pour ouvrir leur commerce. Parmi ceux qui cherchaient encore un peu, il y avait Jeff Cap, un des employés municipaux. Il la vit arriver au loin. Elle était pâle, peinait à marcher. Elle se tenait la tête. Il courut vers elle et eut peur qu'elle ne s'effondre avant qu'il ne puisse arriver à ses côtés. « Diane ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle sur le point de pleurer. « Aidez-moi. » La nouvelle se répandit très vite. La police arriva sur place, ainsi qu'un médecin, le docteur Tum, qui s'était joint aux recherches. Elle était déshydratée et n'avait pas dû manger grand-chose pendant ces 9 jours où elle avait disparu. Il fallait l'emmener à l'hôpital pour des examens plus poussés. Mais elle refusa. Elle tenta de leur faire comprendre qu'il y avait une chose en elle, dans sa tête, mais ils pensèrent qu'elle était en état de choc. Son mari avait accouru et il l'enlaçait. Elle réussit à le convaincre, ainsi que quelques autres personnes. Ils décidèrent d'aller voir si ce que disait Diane avec force et beaucoup de conviction était vrai. Ils découvrirent la faille, descendirent jusqu'à une ouverture dans un habitacle enseveli et n'osèrent y entrer. Ils remontèrent avertir les autorités. Dire que tout le monde croyait aveuglément ce qu'elle leur racontait serait mentir, mais lorsqu'ils virent le vaisseau et le robot à l'intérieur, ils suivirent les consignes de Diane sans plus poser de questions. Des groupes électrogènes furent acheminés sur le pont. On tira de gros câbles électriques jusqu'au robot. Ils étaient fascinés, subjugués par ce qu'ils voyaient. C'était là la preuve qu'il existait d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers et que celles-ci les avaient visitées et les visitaient peut-être encore. Mais pour l'heure, il fallait que l'esprit dans le cerveau de Diane retourne dans cette carcasse robotique. Et il fallait faire vite. Diane ne tenait plus sur ses jambes. Elle donnait l'impression de pouvoir tourner de l'œil à chaque instant. Ils mirent sur sa tête un appareil qu'elle leur avait indiqué et l'avaient relié à la base du cou du robot. Ensuite, ils avaient branché les câbles électriques sur les 2 paires de fils qui sortaient du dos de l'androïde. L'électricité fut envoyée et le robot s'illumina. L'appareil sur la tête de Diane vibra et, soudain, elle sentit comme un poids l'abandonner. La chose avait réintégré son cerveau robotique. Des lumières se mirent à circuler sur le corps métallique. Ils l'observaient tous, dans l'attente d'une réaction, prêts à prendre leurs jambes à leur cou. Les lumières s'éteignirent. Diane retira l'appareil de sa tête. Et c'est alors que les panneaux de commande et le robot se remirent en marche. Un grondement sourd monta du cœur du vaisseau, qui se mit à trembler. « Vite, vite, tous dehors !» exhorta l'un des hommes qui avait fait le branchement. Ils se précipitèrent tous vers la sortie, mais au moment où Alessandro aidait sa femme, un bras du robot attrapa Diane. La surprise se lut sur son visage fatigué. Alessandro essaya de la dégager de l'emprise du robot, mais celui-ci l'envoya au sol de son autre bras. « Alessandro !» cria-t-elle avec un sursaut d'énergie. Puis elle se tourna vers le robot. « Pourquoi ?» «
Vous avez appris trop de choses sur nous. Je ne peux vous laisser libre, et j'ai besoin de ramener un spécimen de cette planète. Lâchez-moi » hurla-t-elle en tirant sur le bras robotique. La carlingue vibrait de toutes parts. Alessandro se remit sur ses jambes péniblement. Un policier avait fait demi-tour en entendant les cris de Diane. Il revint dans la cabine de pilotage en chancelant, tellement le vaisseau tremblait maintenant. Quand il vit Diane aux prises avec le robot et son mari se relevant à peine, il sortit son arme de service et visa l'androïde. Le robot détecta la menace, arma le bras qui avait repoussé Alessandro et envoya une déflagration d'énergie sur l'homme au service du bien. Ce policier, qui avait voué sa vie à l'ordre et la justice, tel un chevalier protégeant la veuve et l'orphelin, mourut sur l'instant. Alessandro, qui n'avait qu'une idée en tête, protéger sa femme, s'arracha à l'odeur du cadavre carbonisé, sauta sur le pistolet et le braqua sur le robot en se protégeant derrière le siège de pilotage. Diane tirait sur le bras robotique. L'extraterrestre pointa son bras armé sur Alessandro et se figea en proie au doute. Sur son visage inexpressif de robot, rien ne transparut. Mais il rageait face à ces êtres primaires qui le mettaient dans une situation désavantageuse. Leur technologie trop sommaire n'avait réussi à le recharger qu'à un quart de sa puissance. Et encore, il en avait consommé beaucoup pour tuer le protecteur. Et il n'avait plus assez d'énergie pour faire un second tir. Il capta alors une pensée de Diane, car un lien ténu persistait encore un peu. Il entrevit qu'elle connaissait son point faible et qu'elle s'apprêtait à passer à l'action. Il la jeta loin de lui, tout en continuant de menacer l'homme avec son bras inutile. C'était un bluff affligeant, mais il n'avait pas d'autre choix. « Sortez de mon vaisseau, mais ne croyez pas vous en sortir à si bon compte. » les menaça-t-il. L'homme qui tenait toujours braqué son arme sur lui aida sa femme à se relever et à reculons, ils se dirigèrent vers la sortie. Il les suivit, et lorsqu'ils furent sortis du vaisseau, il ferma le sas. Il avait sous-estimé ces êtres inférieurs. Qu'importe. Il était sur le point de s'échapper de cette prison et de revenir vers les siens. Il retourna dans le poste de pilotage, prit place sur son siège, brancha son robot au pupitre de commande et augmenta la puissance des moteurs. Alessandro et Diane furent extirpés de la faille juste avant qu'elle ne s'effondre. Le sol trembla, puis se souleva et soudain le vaisseau apparut. Il s'éleva lentement, faisant ruisseler la terre et les pierres. Il les survola un moment, ses moteurs faisant tournoyer l'air tout autour. Ils étaient obligés de se protéger les yeux. Puis, un bruit suraigu leur vrilla les tympans. Et l'instant d'après, ils tombèrent tous au sol inconscients. Le vaisseau s'éleva dans le ciel, accéléra, et en une fraction de seconde disparut. Les gens revinrent à eux au bout de 10 minutes. Ils se regardaient hébétés. Que faisaient-ils donc là ? Aucun d'eux n'était capable de répondre à cette question, comme s'ils avaient perdu la mémoire. Il leur était impossible de se rappeler ce qu'ils avaient fait ces 24 dernières heures. Tout était flou et confus. Le mystère d'ailleurs fera la une des journaux, tout comme la réapparition subite de Diane. Mais l'énigme restera entière. Diane, comme tous ceux présents ce jour-là, avait tout oublié. Mais depuis ces événements, elle ne cesse d'avoir des images, des flashs, parfois ce sont même des cauchemars. Elle ne sait d'où cela lui vient. Elle s'est mise à écrire, cela l'aide à exorciser ce qu'elle voit dans sa tête. Ses romans ont trouvé un public friand de ces histoires de science-fiction. Oui, cela l'aide énormément d'écrire. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de ressentir un malaise. Comme si une menace pesait sur elle et sur la terre entière.